les émotions viennent de l'importance folle que nous donnons à l'image de nous, qu'on appelle aussi l'ego ou notre identification. Le problème vient du fait que dans chaque pensée et dans chaque action, nous projetons notre désir d'avoir une bonne image et nos angoisses d'en avoir une mauvaise. Et nous voudrions donc tout contrôler en fonction de cela. Or, nous nous trompons complètement en pensant que l'image de nous, c'est nous. C'est comme si nous prenions l'image de notre corps dans le miroir pour notre véritable corps. Alors nous serions en permanence dans la hantise que le miroir ne soit cassé. Le problème est donc de prendre l'image de nous-mêmes, pour nous-mêmes, et d'entretenir en permanence des espoirs et des peurs pour cette image. C'est une habitude inconsciente qui nous procure une tension permanente. Nous vivons constamment dans l'espoir de ceci et la crainte de cela. Et cette habitude est la source de nos stress, de nos angoisses, de nos malaises. Elle nous fragilise, elle nous épuise. Si nous regardons d'un peu plus près, nous constatons que nous avons en fait deux images de nous. Nous pensons avoir deux images de nous. L'une, comme nous pensons être, comme nous imaginons être, et l'autre, comme nous aimerions être, ou comme nous aimerions que les autres nous voient. La première, c'est lorsque nous nous définissons comme nous pensons être maintenant. C'est le cas, par exemple, si je dis « je suis colérique » ou « je suis conciliant » ou encore « je suis quelqu'un qui aime les animaux » ou autre exemple, si je dis « je suis ouvrier » ou « je suis jardinier » ou « je suis médecin ». On perçoit mieux la seconde lorsqu'on se projette dans l'avenir ou lorsqu'on imagine les résultats de ses actes, en particulier sur les autres. Par exemple, les études que j'entreprends vont me permettre de réussir socialement. Je serai alors une personne enviée. Ou alors, ce soir, mon éloquence va tous les impressionner. Dans ces exemples, j'espère me rapprocher de ce que j'aspire à être en fonction des modèles qui sont les miens. En fait, ce sont deux éclairages de la même chose, car les deux ont exactement les mêmes racines. Le besoin de ressentir de l'amour pour soi, qui se traduit par le désir d'exister aux yeux des autres. Et puis les modèles de toutes sortes que nous ont donnés nos parents, notre famille, la société en général. Et on le perçoit souvent de façon évidente. Chacun de nous peut ressentir que lorsque quelqu'un nous fait un sourire chaleureux et sincère, cela nous est agréable. Alors que si on nous fait des reproches, c'est le contraire. Je peux me dire à ce moment-là, je suis une personne qu'on apprécie. Ou au contraire, cette personne ne m'apprécie pas ou n'apprécie pas ce que je fais. À la limite du conscient et de l'inconscient, donc moins facile à repérer, se trouvent des situations telles que celle de cet homme qui, des années après son divorce, se sentait toujours découragé d'avance à l'idée de poser un papier peint car il lui semblait toujours entendre les réflexions critiques de son ex-femme qui était tellement perfectionniste. Qui n'a pas vécu un peu ce genre de situation par rapport à ses propres parents? En effet, il nous semble souvent que même absents ou même décédés, ils ne cessent de nous féliciter ou de nous encourager ou de nous blâmer en fonction de ce que nous faisons.
Et c'est pour cela que parfois, toute une vie, on peut se sentir découragé à l'idée de poser un papier peint. Ou au contraire, on peut se trouver des dons superbes pour le chant parce qu'on a toujours été félicité et encouragé lorsque nous avons chanté. Ce qui est beaucoup moins apparent, c'est que le jugement des autres finit par s'intérioriser complètement en nous jusqu'à devenir inconscient. C'est ce que démontre en particulier la psychanalyse et plus récemment la psychogénéalogie. Dans son livre « Aïe mes aïeux », Anne Ancelin Schutzenberger, pour illustrer des cas de loyauté familiale, cite par exemple le cas de cette femme tombée malade, de la même maladie que sa mère, exactement au même âge. L'inconscient de cette femme voulait qu'elle soit fidèle à sa mère, y compris dans la maladie grave. Et elle cite aussi le cas de ce jeune homme condamné à vivre en fauteuil roulant à la suite d'un accident arrivé au même âge et le même mois, juillet, que celui qui avait obligé son père à vivre aussi en fauteuil roulant. Les exemples de ce genre sont innombrables. Pour avoir un comportement conforme à ce que nous pensons qu'attendent les autres, nous allons parfois jusqu'au plus grand sacrifice, et cela sans le savoir. Je vous dis à bientôt.